Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Du coup, je m'appelle Zou, j'ai 27 ans, j'écris et j'écris un peu des choses très différentes. Je fais des chroniques littéraires et puis aussi j'écris un peu de romans. T'écris des romans. Euh, Chronique littéraire, c'est quoi une chronique littéraire? Alors, une chronique littéraire, c'est pas vraiment un retour sur une lecture dans le sens où je vais pas parler des livres pour parler un petit peu juste des personnages ou te décrire un peu l'œuvre ou voilà, enfin, c'est beaucoup plus tranché. Enfin, j'essaye toujours d'apporter une vision très personnelle, que ce soit en y mettant un peu de ma vie perso ou en développant complètement sur quelque chose qui est complètement à côté du livre, parce que sur le moment, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et du coup, voilà, j'écris des choses enfin, qui se mêlent un peu à un exercice poétique, on va dire. C'est un retour sur des livres de manière très poétique. Du coup, c'est pas du journalisme. C'est pas vraiment du journalisme, enfin, j'ai du mal un peu à le mettre dans une catégorie très précise. Enfin, mais oui, ça frôle un petit peu le journalisme, en même temps une écriture un peu plus dans la prose, enfin, ça peut, enfin, voilà quoi. C'est un vrai exercice, en vérité. Bah écoute, ouais, c'est plutôt un exercice, enfin, c'est venu un petit peu comme ça, enfin, j'ai pas trop réfléchi les choses, enfin, euh, pour moi c'était juste mon compte Instagram à la base. Du Ouais, coup, ça commence sur Instagram? ouais, ça a commencé sur Instagram, enfin, à la base c'était vraiment... enfin, j'ai créé un compte qui s'appelle La Wesh Littéraire, du coup, clairement, l'objectif c'était pas d'être très premier degré. Ouais. Mais au final, enfin, maintenant j'ai un peu d'engouement envers ça. Enfin, je me suis un peu habituée à ce petit moment où je fais un retour sur un livre, etc. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire plein de choses. Enfin, voilà. Mais c'est venu naturellement, cette envie de chroniquer ou de commenter, du coup, les livres? Ben écoute, c'était surtout au moment du confinement où en fait j'avais plein de projets qui sont tombés à l'eau. Et j'étais là dans ma chambre, enfin, d'un côté j'écrivais, enfin j'étais en train de finir un roman, et à un moment ben, j'ai voulu procrastiner, et mon compte Instagram était parfait pour procrastiner. Voilà, ça a commencé un peu comme ça. T'as baissé la procrastination? Le fait de chroniquer? C'est un exercice quand même, enfin, c'est du travail. Ouais, mais ça, c'est tout l'intérêt de la procrastination. Enfin, ça arrive à te convaincre, tu vois, que même faire un autre truc, même si c'est 10 000 fois plus compliqué, pour ton esprit, c'est 10 000 fois plus simple parce que c'est pas ce que t'es censé faire, tu vois. Ok, je vois. Ok, je vois. Et du coup, t'écris des romans. Ouais. T'écris que des romans. Non, pas vraiment. Enfin, plutôt dû dire de la prose parce que pour le moment, j'ai surtout publié des nouvelles. Et là, je viens de finir un roman. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Comment tu te différencies, toi? Parce que tu me dis t'écris de la prose, et tu justifies ça en disant que t'as écrit des nouvelles et t'écris des romans. C'est quoi la différence que tu fais entre ça? La prose et l'écriture romanesque? Ben écoute, pour moi, enfin, c'est pas, c'est pas forcément, enfin pour moi c'est un petit peu la même chose, c'est juste plutôt ce qui a été plutôt compliqué pour moi, c'était de passer du format court au format long. Hmm. Et c'était plutôt là que j'ai senti qu'il y a eu un petit basculement pour moi, enfin dans l'écriture quoi. C'est drôle que tu me dis ça parce que dans le podcast précédent avec Nola Chéri, qui est une Mm, de tes amies, je crois, ouais. je lui parlais du fait que j'avais beaucoup d'admiration pour les auteurs de chansons et les poètes parce que je trouvais ça fort en si peu de temps, en si peu de mots, véhiculer des idées, tu vois. Et je Oui, lui disais que nous, les autres auteurs, tu vois, moi j'écris plus de théâtre, mais d'accord. j'écris aussi des nouvelles Ouais. et des textes courts. J'ai quand même plus de temps et plus de place pour développer des idées et faire passer mes messages. Alors que là, dans une chanson,
même dans un poème, c'est très court, tu vois. Oui. T'as une phrase, une ligne. En plus, elle doit parfois rimer, elle doit parfois être percutante, enfin, des contraintes qui s'appliquent. Et elle me disait que non, parce qu'elle écrit aussi à côté. Oui. Et elle me disait que non, elle trouve que c'est pareil. Et je lui disais, moi, c'est un truc que je me refuse de faire parce que je trouve que c'est un exercice qui est difficile, tu vois. Bah, contrairement à toi, je trouve le format long beaucoup plus difficile, quoi. Parce qu'il faut tenir un rythme, il faut tenir un ton, enfin, tu vois, enfin, faut avoir un rapport très panoramique à tout ce que tu fais. Et du coup, t'as un peu peur de perdre en intensité, de perdre Hmm, quelque chose, tu vois. ouais, ouais, Ou, je comprends. ou qu'il y ait une cassure à un moment, enfin, tu vois, que tu changes de ton, enfin, Que tu perds ton rythme ouais, dans la phrase, ouais. ouais. Et que tu perdes l'autre aussi, enfin, je pense. Ouais, C'est surtout ça. ça c'est le plus dur. Ouais, Ça c'est le plus dur. C'est vrai parce que moi je suis passé du théâtre. J'ai souvent dit ici que pour moi ça m'était facile le théâtre parce que je crois que j'ai un peu d'appétence pour les dialogues ouais. et que c'est que des dialogues le théâtre, quasiment. Mm. Et que du coup, ce rythme-là, moi il était facile de l'insuffler dans les dialogues et de Ouais, voir et de sentir vraiment quand c'est moins rythmé, que les échanges sont gratuits. Gratuits dans le sens où ils servent à rien, tu vois. Tu vois vite dans une discussion que ça sert à rien. oui. Et dans le théâtre, tu peux pas bavarder. Bavarder, c'est-à-dire parler pour rien, tu vois. Mm. Un peu comme on le fait là, dans le sens où dans cet exercice-là, par exemple le podcast, euh, quel que soit le temps que ça dure, ça doit servir. Et il faut très peu bavarder, sinon tu perds les gens, comme tu le dis. Et du coup, dans le dialogue, c'est plus facile, je trouve, à faire. Alors que dans le roman, c'est vrai. Mm. Tu sais, je pense que c'est bien aussi, des fois, un tout petit peu de bavardage. Tu vois, ça permet une petite respiration à ce que tu écris. Enfin, j'ai tendance à le croire. Enfin, des fois, j'écris des choses où j'y vois pas forcément une utilité. Et je me dis, c'est peut-être aussi un moment pour le lecteur tu vois, de redescendre. Si juste avant, tu lui as fait vivre, tu vois, des émotions très intenses, d'avoir juste une petite respiration entre deux moments, tu vois. Mais il y a quand même, ça doit quand même être réfléchi parce que tu peux vouloir le faire respirer et redescendre un peu. Ouais. Mais si, à cause de ça, tu le perds, justement, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais bizarrement, j'ai totalement conscience de ça, tu vois. Enfin, je sais que chaque ligne, chaque mot, tu vois, genre, c'est sur ça que ce soit toi ou moi, tu vois, c'est sur ça qu'on bute. Enfin, c'est Hmm. vraiment le petit diamant que tu essayes de façonner parfaitement, etc. Mais je me dis que de temps en temps, juste une petite touche un peu d'imperfection, tu vois, où tu te perds un peu, et très vite que tu reviennes vers ce que tu voulais faire, ça peut créer quelque chose de très poétique et à la fois d'authentique. Enfin, je sais pas si... Ouais, ouais, je comprends. Ouais. On y reviendra parce que j'ai une question en tête là, mais je voulais déjà savoir depuis quand tu fais ça? Alors, depuis quand? Depuis mes 17 ans. Donc, ouais, ça a commencé un peu tôt. Après, pour être honnête, je crois vers 15-16 ans, j'étais au lycée. J'ai créé des histoires d'amour pour mes copines Pour tes copines? ouais, en épisode. Ah ouais? Ouais, en feuilleton. Trop bien. Mais ouais. Mais disons qu'officiellement, ce sera plutôt à 17 ans. D'accord. Et comment ça t'est venu l'écriture? Bah écoute, je sais pas trop. Je pense que comme j'ai grandi avec énormément de livres d'enfants, et aussi je pense que c'est le fait d'être enfant unique, tu as besoin de te raconter des histoires, des choses comme ça. Du coup, je pense vraiment que ça a toujours été là, mais pas forcément l'intention de le prendre au sérieux. Ça, c'est venu beaucoup vraiment après, tu vois. Ça arrivait quand en fait que tu t'es dit bah c'est ça que je veux faire? Bah écoute, ça n'est pas venu du tout. Pendant très C'est vrai? longtemps, même après avoir publié, je me reconnaissais pas du tout dans l'écriture. Parce que moi, à la base, enfin, à 17 ans, enfin, j'avais un petit collectif littéraire. Ensuite, j'ai organisé des événements littéraires, etc. Et, euh, et un jour, mon daron, il vient et il me ramène tu vois, un article dans un journal. Il me dit, c'est très bien que tu participes à ce concours de nouvelles. Et je suis là en mode, non, moi je lis Dostoïevski, je ne peux pas égaler Dostoïevski. Je ne vais pas écrire. Du coup, c'était plutôt un exercice qui me faisait très très peur et que j'assumais absolument pas. La première nouvelle que j'ai écrite, enfin, c'était vraiment pas un bon moment. Enfin, tu vois, il y a des gens qui adorent écrire, etc. Et moi, Hmm. je l'ai vraiment vécu dans la souffrance de l'écriture. Et après, enfin,
J'ai été, j'ai été sélectionnée, tu vois, pour le concours, etc. Et ben après, enfin, t'as la publication, etc. Mais toi, le problème, c'est que tu te vois pas encore comme quelqu'un qui va écrire, quoi. Ouais, je Enfin, comprends. professionnellement, enfin, écrivain, etc. Puis j'étais très jeune, du coup, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. Mais c'est venu vraiment après. Enfin, même quand j'ai décidé d'écrire un roman, je me voyais pas du tout comme une autrice. Je me suis juste dit, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Et j'ai pas de prétention. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est quand même l'exercice dans lequel je me retrouve le plus. Tu parlais de souffrance, et souvent je demande aux gens quel rapport ils ont à la création, et c'est-à-dire est-ce qu'ils vivent ce truc de Ouais, souffrance qui est pas... Parce que pour moi, dans le rapport à la création, il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient de l'intention qu'on met dans ce concret, ouais, c'est-à-dire tu fais appel à des souvenirs qui sont douloureux, et du coup, il y a une forme de souffrance quand tu produis ton œuvre parce oui, que tu te rappelles de trucs qui oui, sont je vois ce que tristes. tu Et de l'autre côté, il y a l'exercice pur, qui est juste de trouver les mots, de combattre la page blanche, par exemple, dans notre cas, tu vois, ou de s'imposer des journées d'écriture et de buter sur des mots, des veux. Ouais. formulations, tu vois. Est-ce que tu as encore ce rapport-là, la souffrance maintenant? Bah écoute, de moins en moins. De moins en moins, je pense que... Après, ça arrivait vraiment quand j'ai quitté l'Algérie. Je pense que c'était ça, parce que mon roman, enfin, tu vois, parlait d'Alger, de ma vie là-bas, etc. Et quand je suis venue en France, bah en fait, Alger me manquait. Enfin, c'était terrible. Enfin, tu vois, enfin, Mhm. c'était vraiment le mal du pays, la vie parisienne, la grisaille parisienne. Et du coup, l'écriture, c'est devenu plutôt un refuge. Et du coup, une façon de rester à Alger, tu vois. Et c'est vraiment ça qui a un peu changé mon rapport à l'écriture. Du coup, j'ai de moins en moins ce rapport de souffrance, mais plutôt ce rapport de fuite dans l'écriture. Tu t'enfuis par l'écriture, Ouais, tu t'échappes par là. ouais. Du coup, ça t'arrive jamais d'avoir des moments où, même si c'est un échappatoire que tu apprécies, Mm. l'exercice même peut être compliqué à appréhender? Pas vraiment en vrai. Pas vraiment, c'est plutôt parfois ben t'as des craintes de pas avoir le temps, de pas pouvoir aller jusqu'au bout de ton projet, etc. Ça, c'est plutôt une crainte que j'ai. Mais je n'ai plus du tout l'appréhension de l'écriture parce que, comme je te l'ai dit, enfin, c'est plutôt un moment agréable. Enfin, c'était plutôt des instants volés pendant plusieurs années. Du coup, j'ai pas forcément. Et puis, tu parlais de page blanche. Moi, j'ai plutôt le problème de la page noire, dans le sens, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire, et c'est très très dur ensuite de choisir un mot. Enfin, tu vois, enfin, le même texte, j'arrive à l'imaginer de 5 façons différentes. Et c'est plutôt la capacité à se calmer, à se poser en fait devant sa page, tu vois, et essayer de sélectionner ce que tu gardes, ce que tu ne gardes pas. C'est plutôt ça, tu vois, qui va être plus compliqué pour moi. Je vais te poser une question qui est un peu compliquée, je suis sûr, qui va être un peu, à laquelle ça va être compliqué de répondre, mais com- comment on choisit? Comment on choisit quand on a 5 façons de voir un texte, une phrase, un mot? Comment on choisit et comment on sait que ça va être cette bonne phrase, ce bon mot? Bah écoute, tu vois un peu l'image de l'ange et le démon, tu vois. Et j'ai un peu genre deux lecteurs derrière moi. Il y en a un qui est en mode c'est génial, tout ce que tu fais est génial. Et il y en a un autre, il est en mode ah non mais c'est pourri ce que tu fais, enfin c'est horrible et tout. Et du coup, j'essaye de choisir, enfin tu vois, d'imaginer quel serait le lecteur le plus éloigné de la réalité que je dépeins, tu vois, parce que ce que j'écris, ça reste quand même un peu politique, enfin voilà quoi, enfin un peu des réalités sociales, des choses comme ça. Toujours? Oui, la plupart du temps, oui. Après, des fois, juste quand même du fantastique, enfin, tu vois, genre je m'éloigne quand même d'un réalisme parce que justement, je pense que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de séduire le lecteur, tu vois, de le ramener, que en fait, qui perdent pas haleine, tu vois, qui se perdent pas. Et du coup, c'est comme ça que je choisis, je me dis, le lecteur le plus éloigné du récit, du lieu que je suis en train de dépeindre, etc. Entre ces trois mots, lequel il va préférer, tu vois, et lequel va le faire rester. Hmm. Ouais.
je comprends ce truc de vouloir ramener le lecteur vers toi, même quand il est éloigné de ce que tu écris. Parce Ouais. que moi aussi, dans mon écriture théâtrale, en tout cas, et c'est un peu ce que j'essaye de faire, tu vois. Mm. De trouver des personnages ou des lieux qui vont être très, très nichés, très connotés. Ouais. Mais je vais trouver des moyens pour que, quel que soit le lecteur en face, il sente quelque chose qui le rapproche de ce personnage ou de ce lieu. Et ce qui m'est arrivé, moi, dans mon deuxième texte théâtral, c'est que, je sais pas, j'étais dans un élan pour le premier, et du coup, j'ai eu l'impression de maîtriser ce truc. Ok. Et pour le deuxième, j'étais un peu trop obsédé par ce truc. Ok. Et du coup, parfois, j'ai eu l'impression, pour la première fois en plus, ça m'a fait ça, dans un texte que j'écris, j'ai eu l'impression de écrire plus pour le lecteur que pour moi. Alors qu'il faut que j'écrive un peu pour lui quand même, tu vois, mais là, c'était un peu trop. Comment À toi, quel moment tu peux te dire ben, dans des tournures, dans des mots que je choisis, par d'accord. exemple, tu vois, où je me dis, peut-être pas celle-ci, parce que celle-ci, elle est beaucoup trop éloignée des gens et elle va pas être assez fédératrice. D'accord. Alors qu'en réalité, tout s'équilibre, tu vois. Peut-être qu'il y a une tournure qui n'est pas fédératrice, mais une autre d'à côté qui l'est. Peut-être que les sentiments que dépeignent cette tournure-là sont reconnaissables pour tout à chacun et que pas besoin de comprendre vraiment les mots, tu vois. Mais ça se fait instinctivement. En tout cas, dans mon premier test, ça s'était fait instinctivement, tu vois. Là, dans le deuxième, j'allais trop dans ce sens-là. Je voulais être sûr, c'est ça le truc. Je Ouais. voulais être sûr que les gens comprennent. Alors que dans le premier, c'était plus de façon inconsciente. Je me disais, les gens vont comprendre de façon inconsciente, quoi que je dise et quelle que soit la manière dont c'est dit. Tu vois. Après, t'écris pas que du théâtre. Est-ce que ça t'arrive dans les autres formats ou pas du tout? Dans les autres formats, ça m'arrive. Dans les autres formats, ça m'arrive moins Ouais. parce que je me l'impose moins, parce que j'y pense moins. Mm. Et dans les autres formats, en fait, il y a un truc. J'ai un rapport au théâtre qui est pour moi très. Pour moi, le théâtre, c'est que mon avis, évidemment. Mais pour moi, le théâtre, c'est un art qui est fédérateur. Ouais. Du coup, c'est un art qui te permet, quel que soit le texte, la pièce, les personnages, de pouvoir réunir quiconque dans la salle qui va se reconnaître. Mm. Et qui va se reconnaître, que ce soit pour du rire, du drame, quels que soient les sentiments que dépeigne cette pièce, les gens doivent se reconnaître. Dans les autres textes que j'écris, les textes courts, j'ai fait des lectures publiques où j'écrivais pour des œuvres d'art. Dans ces textes-là, je me dis moi ça. Je me dis, j'écris pour les gens qui. Soit je suis guidé moi. Dans les textes courts, par exemple, je suis guidé par une émotion Oui. et je me dis, je la livre. Du coup, je pense pas trop aux gens. Et pour les lectures publiques, je suis guidé par les artistes. Et là, je me dis, il faut que je crée un monde avec les œuvres d'art et les gens vont y rentrer. Parce qu'il y a aussi ce parallèle entre les œuvres et le texte, tu vois. Oui. Du coup, je suis moins guidé par ça. Mais pour le théâtre, c'est un truc qui m'obsède parce que je me dis que dans une salle de théâtre, il faut qu'il y ait toute la population et qu'elle soit happée par ce que je dis sur scène, tu vois. Donc c'est plus pour ça que ça me- ça m'obsède dans le théâtre. Je me suis longtemps posé cette question, mais je pense justement passer au format long m'a permis un peu d'y répondre, tu vois. Et je me suis rendu compte, enfin tu vois, j'ai tout fait, j'ai essayé d'écrire des choses qui, pour le coup, me correspondaient moins. Et où j'imaginais justement ce lecteur un peu, tu vois, fantasmé, où je me disais peut-être que là, il va pas se reconnaître, donc je vais faire ça. Et là, ça me ressemblait moins. À d'autres moments, j'écris des choses personnelles et je voyais clairement que ça fonctionnait pas non plus, tu vois, enfin, des choses qui correspondaient à mon goût, etc., tu vois, enfin, à moi. Et je me suis rendu compte que les textes qui parlaient le plus aux gens, et je crois que ça, c'est vraiment Instagram qui me l'a apporté. Ah ouais. Ouais, ouais, pour le coup, parce que en fait, tu vois, quand t'as une écriture, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit romanesque, peu importe, tu vois, il y a un temps entre le moment où tu écris et le moment où c'est reçu par les gens. Et du coup, tu vois, ça te permet pas d'avoir des réactions à chaud. Alors que Instagram le permet. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que plus c'était très personnel, mais où que j'avais vraiment réussi à percer mes propres limites. Enfin, je sais pas comment dire, mais où en fait, genre,
vraiment, je sentais que c'était moi, que j'étais vraiment allée au fond de quelque chose que j'avais écrit. Et, euh, et que c'était complètement dénué de tournure, tu vois, de réflexion purement esthétique et que j'étais vraiment allée au fond de moi et du projet que je m'étais fixé. Et plus, j'ai l'impression que ça parle aux gens, parce que j'ai l'impression que c'est une individualité qui va parler aux gens et pas forcément un texte rassembleur. J'ai l'impression que plus tu vas justement et que tu pousses cette individualité, plus les gens se reconnaissent parce que c'est ce qu'il y a de plus universel en fait, tu vois. Hum. C'est qu'en fait, on a des sentiments que tout le monde est en mesure de reconnaître et je trouve que c'est ça le plus incroyable dans l'écriture. Ouais. C'est que tu peux écrire quelque chose qui n'est pas arrivé à l'autre et l'autre peut être secoué par ça, enfin, ça nous est arrivé de lire des livres qui n'avaient rien à voir, enfin, tu vois, enfin, dans ta bibliothèque, j'ai vu du Dostoïevski, enfin, des fois, tu as une scène, elle se passe à Saint-Pétersbourg, dans un tout autre siècle, enfin, et en fait, t'es à deux doigts des larmes, enfin, tu te sens complètement, tu vois, enfin, pris dans le truc et tu te dis que ouais, c'est vraiment cette expression individuelle quand t'as des auteurs comme Dostoevsky qui arrivent à aller jusqu'au fond de qui ils sont, que là, pour le coup, ça devient universel et que tout le monde peut se reconnaître dans ça. Enfin, Non, je suis ouais, d'accord avec toi. Je te dis, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que j'ai fait dans ma première pièce. ouais, Et dans la deuxième, il y a un truc qui. Je me suis perdu, moi, en réfléchissant trop, je crois. ouais, Mais je suis absolument d'accord avec toi. Tu me parlais du fait que sur Instagram, du coup, ce truc d'être dénué d'as- d'esprit esthétique, ça ouais. t'a aidé. Tu penses jamais au style, quand même? Si, j'y pense, mais il y a deux façons d'y penser. Il y a la personne qui a fait des études de lettres, voilà, qui essaye, enfin, qui lit énormément, enfin, tu vois, cette posture un peu plus intellectuelle. Et t'as l'enfant, tu vois, où en fait, ça, c'est joli, ça, c'est coloré, ça me plaît, tu vois, enfin, genre, c'est... Aujourd'hui, le rapport que j'ai au style, c'est le même que celui que j'ai aux vêtements. Enfin, dans le sens, ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, et je vais tout mettre ensemble, et je vais trouver un moyen, et après on verra, on va corriger. Il Mhm. y a un premier jet, c'est pas grave, tu vois. Et je pense que ça m'a plutôt libérée là-dessus, tu vois, où en fait, j'ai, j'ai maintenant plus un rapport enfantin au style, où je me prive plus de rien, surtout qu'il y a toujours une autre phase, en fait, de correction. J'ai beaucoup libéré mon premier jet, on va dire. Mhm. Tu- euh, Est-ce que tu penses quand même avoir trouvé ton style? Oui. T'as mis longtemps à le trouver ou pas? Disons que j'ai pris un chemin bizarre plutôt. Tu m'expliques? Bah, c'est vraiment ça, c'est que en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment quand tu arrêtes de réfléchir. Je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à savoir c'est quoi ton style, tu vois. Enfin, qu'il faut vraiment accepter de se perdre. Et je pense, quand on parlait de la difficulté, enfin, de la souffrance que je ressentais les premiers temps pour écrire, c'est justement parce que j'étais dans un rapport de contrôle, tu vois. Et quand j'ai perdu ce rapport de contrôle, bah en fait, même moi, des fois, je me relis, je me dis, oh, franchement, c'est stylé, il y a quand même un petit style. Ouais, Enfin, je peux reconnaître quelque ouais, chose, tu ouais. vois. Mais c'était pas forcément conscient. Mais ça veut pas non plus dire qu'il n'y a pas un véritable travail derrière, tu vois. Que ce soit à travers les lectures que tu as fait, enfin, c'est aussi enfin, toute la bibliothèque que t'emmagasines, en réalité, qui finit par créer quelque chose où, à la fin, tu te dis, mais c'était fluide, je l'ai écrit Ouais. de manière fluide. Bon, j'ai corrigé quelques fautes d'orthographe et puis voilà quoi. Mais je pense que c'est vraiment un bagage. Il faut vraiment faire confiance à son bagage. Mhm. Et c'est plutôt ça qui va créer Bah ton... justement, tu parles de bagages. Quand je reçois des auteurs ici, souvent je parle de ça parce que du coup ça me permet encore plus de parler de moi. Mm, Euh, Moi, ma crainte la plus suprême, surtout depuis que je lis beaucoup, ok. c'est d'être d'être trop écrasé par ces bagages-là. Tu vois, tout Ouais. à l'heure, avant qu'on commence, on parlait un peu de Camus, je te disais que c'était mon auteur préféré, surtout par rapport au fait que il a ce truc d'assez universel dans ses romans, tu vois, Mm, où le style est assez simpliste. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, ce qui est paradoxal avec Camus, dans la tête des gens, c'est que c'est tellement l'auteur, le grand auteur français du XXe siècle, que les gens pensent que c'est inaccessible, tu vois. Les gens pensent que c'est Chateaubriand ou Victor Hugo. Alors que dans le style, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. ouais. Le truc, c'est que il y a un moment donné, quand je me suis intéressé à Camus profondément, parce que j'ai commencé à écrire avant de lire, Mm, vraiment, tu vois.
Et quand j'ai commencé à lire beaucoup et que j'ai compris que Camus était mon auteur préféré, et que ce style-là me plaisait beaucoup, euh, il y a un moment, il y a une réflexion qui m'est venue qui est, est-ce qu'à force de trop vouloir coller à ce style, pas parce que tu veux le copier, juste parce que c'est un style qui t'intéresse et c'est ça peut-être qui te parle le plus, tu vas pas le copier, tu vois. Et tu vas Mm. pas. Et de toute façon, le pire, c'est que c'est de façon inconsciente. Je me dis pas, je vais copier Camus. C'est juste que j'ai lu 5 romans de Camus et quand moi je passe à ma page, ben, dans les tournures, j'essaye un peu d'imiter ce truc. Tu vois, c'est ça qui me Oui. fait peur, moi, avec le bagage qu'on peut emmagasiner, de toute façon. Alors, justement, enfin, du coup, je vais revenir vers l'enfant qui écrit. Enfin, le caprice d'enfant plutôt. Moi aussi, avec mon auteur préféré, Qui est Kateb Yassine. Qui Kateb Yassine. Ok, je connais pas. Bah justement, il aimait pas trop Camus. Il était pas très fan, mais on en parlera après. Mais Kateb Yassine, du coup, un jour, j'ai juste écrit une nouvelle et j'avais décidé de le plagier de Ah ouais. manière totalement consciente, assumée et dite au lecteur, tu vois. Et, mais en même temps, tu vois, d'imaginer une autre réalité que ces romans. Enfin, j'ai vraiment pris son roman Nejma et je suis allée plus loin, tu vois, où lui, il était beaucoup sur une symbolique, des choses comme ça. Je l'ai transformé en nouvelle fantastique, alors que lui, c'est quand même du réalisme, tu vois, c'est quand même un peu onirique, etc. Et moi, j'ai pris toutes ces références oniriques pour en faire une nouvelle fantastique et essayer de le c'est pas vraiment du plagiat, mais de dire vas-y, je vais assumer, je vais faire un pastiche en fait, tu vois, Mhm. et d'aller au fond des choses. Et ça m'a énormément libérée, tu vois, parce qu'en fait, son œuvre, elle était. C'est pas que j'avais peur d'écrire comme lui, parce que clairement, ce sera pas forcément le cas, tu vois. Ouais. Euh, mais plutôt, c'était plutôt que ces formes-là, tu vois, me restaient en tête, que j'avais l'impression que c'était inatteignable, que c'était génial, enfin, qu'on pouvait plus rien écrire après Mhm. ça, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans un exercice de style et je vais emmener le délire le plus loin possible, tu vois, Pour exorciser un peu, en fait. pour exorciser les choses. Et je trouve que cet exercice, il est génial. Et franchement, genre, si j'avais un conseil à toutes les personnes qui écrivent ou qui créent en général, enfin, même dans la musique, tu vois, où des fois, t'as un artiste, un auteur, peu importe, qui te trotte dans la tête, bah en fait, l'exercice de style, tu vois, d'essayer de refaire exactement la même chose, il peut t'apporter un truc, tu vois, où après, tu te dis, c'est bon, j'en ai fini avec cet auteur, je peux passer à autre chose, tu vois. Ouais, je vois. Je vois. Et ça a été compliqué ou pas, faire ça? Je veux dire, dans l'exercice même, hein, d'aller coller au plus proche de lui. Pas vraiment, parce que c'est tellement décalé comme ambition que en fait genre ça te libère énormément et puis tu te permets de faire des petits clins d'œil au lecteur, enfin de faire des petits rappels, des choses comme ça, enfin et cette nouvelle a été publiée d'ailleurs, tu vois. Ok. Ah, quand tu l'as relu, à la fin, ça ressemblait vraiment à lui? Ben Parce excuse-moi, mais il peut y avoir un monde entre l'intention et le rendu. bah, Tu peux avoir cette intention tout le long, et à la fin, en fait, c'est pas tellement lui. non, parce que en fait l'objectif c'était pas ça, mais tu sens quand même que c'est essayer de rendre hommage à quelqu'un, tu vois. Et je le dis surtout très sciemment, tu vois. Enfin, Mhm. c'était vraiment plus un exercice de quelqu'un qui a beaucoup trop aimé un auteur et qui essaye de s'en décharger. Et c'était aussi le propos du personnage principal, tu vois, qui s'appelait Sofiane et justement qui essayait de s'en défaire, tu vois. Il essayait de fuir cet auteur, genre, Ouais. et lui disait, mais laisse-moi tranquille, enfin. Trop Et marrant. du coup, enfin, mais après, voilà, enfin, moi, mon univers est quand même assez décalé, tu vois, assez excentrique. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment en parlant des choses que, en fait, je leur donne vie, tu vois. Ça veut Ouais, je pas vois. forcément dire que j'essaye de résoudre une énigme ou j'essaye de lui ressembler, tu vois. Je vois. Et est-ce que dans toute ton œuvre, ce livre-là, cette nouvelle-là, tu sens qu'elle est différente des autres parce que c'est pas exactement toi, vu que tu as essayé de coller un autre style que le tien. Pendant longtemps, je l'ai cru, maintenant, je le crois moins. Ah ouais? Je le crois moins parce que je pense que c'est vraiment le type d'écriture que je pratique. Je pense que j'adore me mettre dans la peau de quelqu'un ou de quelque chose ou dans un décor, tu vois, et de et d'essayer un peu de changer d'identité comme ça à chaque fois, tu vois. Mais en définitive, quand tu relis le tout,
tu ressens quand même qu'il y a des choses qui se ressemblent et qui se recollent, etc. Enfin, après, je me mets pas trop l'injonction d'avoir une cohérence à travers ce que j'écris, tu vois. Dans Je ton me dis œuvre que en général, tu veux dire. je pense que c'est pas le travail de l'auteur, ça c'est le travail des gens qui lisent, tu vois, de Hmm. saisir est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça s'était raté, enfin, au final, nous notre travail c'est d'écrire quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, je pense. Du coup, ça me fait penser à un truc, moi, qui m'insupporte un peu dans la littérature de façon générale. Surtout dans la littérature, dans les études scolaires de littérature. Ouais, Et, parce que j'ai fait de la philo, c'est aussi le cas en philo, tu vois. C'est les exégèses, ouais, tu vois. Et c'est-à-dire, pour les gens qui savent pas ce que c'est-à-dire aller rechercher dans les œuvres des auteurs ce qu'ils ont voulu dire et interpréter en comparaison leur œuvre et ce qu'ils ont dit et un peu de leur vie et ce qu'il est de leur parcours, ce que ça voulait dire, ce qu'ils ont écrit là à ce moment-là. Sauf que pour les auteurs qui sont pas là pour s'expliquer, souvent c'est le cas, ça laisse place à l'interprétation, tu vois. Et dans ton cas, ça voudrait dire que toi, très consciemment, tu te dis, moi, c'est pas mon problème de faire comprendre au lecteur ce qu'est la cohérence de mon œuvre en soi. Mais il y a des gens qui peuvent surinterpréter ce qu'est ton œuvre. Est-ce que toi, tu t'en fiches et du coup, tu laisses le soin à quiconque de dire ce qu'il veut sur ton œuvre? Ou est-ce que quand même, parfois, si ça t'arrivait, bien sûr, je sais pas si ça t'arrivait, mais si ça t'arrivait, et que moi, je venais relire toutes tes œuvres et que je disais, ah, moi, j'ai compris ça. Et que oui. toi, tu savais que c'était pas vraiment ça, tu te dirais, ouais, mais bon, là, tu t'es un peu trompé. Bah écoute, récemment j'ai écrit une chronique sur un roman qui s'appelle L'Envers de l'été de Hajar Hazel. Et j'avais commencé par une intro en disant nos auteurs à nous, parce que moi je viens d'Alger, où en fait, genre vraiment, la littérature, tu vois, a vraiment fait partie de mon adolescence, enfin, tu vois, enfin, de ma vie. Et en fait, je disais justement, nos auteurs à nous, on les laisse pas tranquilles. On s'approprie leurs œuvres, on va les critiquer, on va se retrouver dans un café à s'entretuer pour une idée, tu vois, et on décide à leur place, tu vois, ce qui est leur œuvre, etc. Et j'ai vraiment grandi là-dedans, et je pense que le plus grand compliment qu'on peut te faire, c'est de très mal interpréter ton œuvre. Ah ouais? Je pense que oui, je pense que c'est ça réussir en fait, tu vois. Si on comprend ce que tu dis, ça veut dire que t'as pas laissé suffisamment d'espace au lecteur pour se faire sa propre idée, Ah, tu vois. ouais, je vois. Et en fait, quand quelqu'un comprend quelque chose complètement de travers, tu te dis mais c'est génial, mais c'est incroyable en fait. Enfin, ça veut dire que t'as réussi quand même à toucher quelque chose. Encore une fois, je reviens à l'idée d'universel, tu vois. T'avais laissé de la place pour son imaginaire en réalité. Oui, parce que les auteurs qui créent le moins de passion, tu vois, enfin, dans un débat, etc., enfin, ça veut dire, ouais, on s'entend sur ce qu'il dit, on est d'accord, ok, c'est très bien, mais ça, c'est pas le travail de la littérature, enfin, tu vois, Hmm. c'est pas de mettre d'accord, c'est de t'inspirer, de te faire réfléchir, de te faire ressentir, surtout, Hmm, en hmm. fait. Ouais, parce qu'une fois qu'on est d'accord, la discussion est finie, du coup la réflexion est finie sur la littérature, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire, du coup, ce qui reste, c'est plutôt, est-ce que ça t'a procuré une émotion? Parce que, enfin, c'est ça la différence entre un journaliste et un écrivain. Hmm. C'est qu'en fait, un journaliste, il est là pour t'informer, pour dire des choses. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Mais un écrivain, il n'est pas là pour ça. Il est là pour que toi, tu vives un sentiment très très fort, comme si t'étais monté dans une grande roue, quoi. Hmm, hmm. Enfin, Mais c'est pour ça que tu vois, au début, je reviens à ce que tu m'as dit au début sur le fait que tu sois chroniqueuse aussi. Justement, l'ambiguïté de la limite, pour moi, elle est là dans les chroniques. oui, C'est que t'es un peu une journaliste parce que tu rapportes, oui, tu rapportes de ton avis et un peu, tu fais un peu ton évaluation d'une œuvre que t'as lue, comme un journaliste pourrait le faire, et oui, conseiller aux gens, aller voir tes spectacles, lisez tes livres, tu vois. Et en même temps, tu as toute cette part créative qui est liée à le style que tu vas mettre dans cette chronique, qui sort du champ juste de la critique, qui est de la création pure, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est très ambigu et très fin, tu vois. bah, en fait, c'est pas très ambigu, c'est juste, je me suis dit, en fait, tu peux écrire une chronique, quelqu'un peut la lire et dire, il est génial, je vais acheter ce livre, mais en fait, 2 minutes après, tu oublies. Enfin, tu vois ce que Mm, je veux dire? Ça mm, nous mm. arrive à tous de lire des trucs et de se dire, la prochaine fois, je vais en librairie, je vais acheter ça, je vais regarder tel film, je vais écouter tel son, et en définitive, tu le fais pas forcément, tu vois. Et je me suis dit,
En fait, j'avais très très peur avant d'écrire des chroniques. Je sais pas, peut-être je vais pas encourager la personne à aimer ce livre. Enfin, est-ce que je vais trouver le meilleur argument pour lui dire que ce livre est vraiment génial, tu vois? Et je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi d'envisager les choses comme ça. Et je me suis dit, le plus important, c'est pas ce que la personne va aimer le livre, mais est-ce qu'elle va passer un bon moment en lisant la chronique. Parce qu'elle va peut-être juste oublier, du coup, autant passer un bon moment, tu vois, à lire une chronique totalement perchée, enfin, Mhm. Ouais. un peu schlag, un peu à côté de la plaque, enfin, tu vois, enfin, dans une de mes dernières chroniques, j'ai comparé une œuvre à, enfin, c'est une pote qui m'a offert un auteur, enfin, un livre d'un auteur que je connaissais pas du tout, et en fait, c'était parfait, enfin, ça cadrait exactement avec ce que j'aime, etc., et c'est très dur pour moi de trouver des livres que j'aime, tu vois. Et j'avais dit, j'avais l'impression qu'elle m'avait trouvé le jean parfait, celui qui faisait les fesses parfaites, tu Mhm, vois. S'il n'y mhm. avait pas une autre image, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est plutôt cette écriture décalée où en fait l'essentiel c'est que tu passes un bon moment et que tu ressentes quelque chose. Je pense que c'est la seule règle que je m'impose. Tu chroniques quand même des livres que t'aimes pas? Ah oui, j'adore cet exercice. J'adore cet exercice. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent ça, tu vois. Et moi, mais je n'ai absolument aucun complexe parce que ça vient du cœur, parce que c'est très sincère, tu vois, c'est pas personnel contre... Enfin, tu vois, c'est pas... J'aime pas la personne qui a c'est pas écrit. j'aime pas la personne qui a écrit, enfin, j'ai fait une critique négative et j'avais dit j'ai failli m'évanouir au salon du livre en voyant cette autrice. On a dû me ramener un classique algérien d'urgence pour m'éventer, enfin, je suis rentrée chez moi boiteuse. Et... Mais ouais, j'adore cet exercice parce que l'idée c'est de pas de dire à quelqu'un cet auteur est terrible, tu vois, Mhm. mais plutôt va le lire, comme ça on va pouvoir le détester ensemble. Enfin, Je vois. du coup, c'est plutôt. Enfin, ça n'a rien de premier degré ce que j'écris, du coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'autrice en toi qui se dit ah, c'est pas cool de tirer sur un frère auteur ou autrice, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, comme tu es autrice aussi, si tu serais que journaliste ou que chroniqueuse littéraire, tu vois, et que tu te dis, bon, je donne mon avis sur des livres avec mon style et voilà, c'est cool. Mais Ouais. là, en même temps, t'es dans le wagon aussi, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je l'avais dit, le jour où on aura mal interprété ce que j'ai écrit et que quelqu'un me détestera, je pense que j'aurai réussi. Je suis convaincue, tu vois. Enfin, cette autrice, justement, tu vois, que j'ai critiquée, je me dis, enfin, après, c'est quand même une autrice qui a du succès. Et en fait, on peut pas avoir du succès sans créer des avis partagés. Ouais, ah, c'est sûr. C'est pas Ça, c'est sûr. possible. Enfin, Baudelaire, il partageait enfin, Tout le le monde. lectorat, enfin, Flaubert aussi. Et c'est juste qu'aujourd'hui, comme c'est des classiques, on croit que, voilà, enfin, ils n'ont eu que des succès, que c'était incroyable, que c'était, voilà, enfin, mais en réalité, un grand auteur, c'est forcément quelqu'un qui va créer des réactions vives, Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Ça me fait penser, parce que moi, à l'origine, je suis pas très très fan de la littérature classique. Ouais, Tous les grands auteurs classiques, Flaubert, Hugo même, enfin, la littérature classique me barbe un peu, tu vois. ouais, Et, je sais pas, à cause du confinement, à cause du Covid, non, je mens. C'était à cause des attentats. ah, À cause des attentats, je me fais happer parce qu'il y a un moment, il y a une hype autour de Voltaire. ouais. Tu te rappelles cette période? Je sais pas, tout le monde parlait de Voltaire, de... Je sais plus quel livre de Voltaire. Bref, je crois de ce livre-là en plus, de Candide. Tout le monde Candide. parlait de Candide. Et moi, j'avais jamais lu. Du coup, je me dis, tiens, peut-être c'est le moment. Tout le monde en parle, c'est que ce livre, c'est un classique, Voltaire et tout. Je lis ce livre, déjà, je découvre ce livre qui est court. Je me dis, tiens, bonne surprise, c'est pas un livre qui est trop long et tout, c'est cool. Mhm. Je te jure que c'est le livre que j'ai le plus du mal à finir de ma vie Pareil, parce que il m'a fait chier d'une force. Mais pareil. franchement, c'était une tare de le lire. Et je comprenais pas pourquoi les gens kiffent autant ce livre, parce qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. Il fait trop grandes phrases pour rien dire. Je suis désolé pour tous les voltairiens, mais vraiment, il parle trop, il bavarde trop. En plus, en style 17e, Ouais, du coup, des grandes phrases. Pouah, ouais, il m'a saoulé. Clairement, il ouais. m'a saoulé, tu vois. En Du plus, coup, je c'était un peu un comprends ce bolos. truc. Mais Pour rien enlever.
Non, mais tu vois, enfin, surtout le siècle des Lumières, des choses comme ça, tu vois, généralement, parfois, je suis un peu triste pour les personnes qui sont vraiment éloignées de la littérature, que en fait, ils se disent que si c'est un classique, c'est forcément bien, et du coup, ils vont lire un classique, ils vont pas aimer, et ils vont dire la lecture, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ce truc de mythifier les auteurs classiques qui, moi qui au contraire adore les auteurs classiques, je pense que c'est le fait de ne pas les avoir mythifiés. Je pense vraiment que si j'avais lu Dostoïevski plus tard, j'aurais peut-être je me serais pas ouverte à la littérature parce que je serais là en mode ah, c'est Dostoïevski, c'est incroyable, tu vois. Hmm. Ça, c'est le premier roman que j'ai lu, c'était Dostoïevski, c'était Le Joueur, mais j'avais 15 ans. Et du coup, cette insouciance de lire tôt fait que en fait, t'as moins conscience que c'est un grand auteur, enfin, tu vois, Hmm. Hmm. que voilà, c'est un livre qui fait peur, etc. Et, euh, et c'est pour ça que je dis aux gens, il faut avoir le courage d'abandonner ces mauvaises lectures, tu vois. Hmm. En plus, parfois, tu vois, genre, moi, Candide, pour l'exemple, j'ai pas aimé. Et je me suis dit, il y a trop de gens qui l'ont aimé, tu vois. Du coup, il doit y avoir une raison. Ouais, bah Et je ouais. me suis dit, c'est peut-être pas le moment non plus de ma vie pour lire Voltaire, tu vois. Et j'ai pas envie de gâcher un classique qui pourrait peut-être me plaire, je sais pas, quand j'aurai 50 ans, tu vois. Hmm. Enfin, 35, je ne sais pas, tu vois, 29. Enfin, peut-être que il y a certaines lectures, c'est juste pas le moment. Tu n'es pas encore sensible à ça, Ouais. ou t'es pas dans une phase où tu vas être réceptif à cette sensibilité-là, tu vois. Et du coup, je me dis que dès qu'un livre te plaît pas, il faut vraiment très très vite le fermer et passer à autre chose. Pour toi, il faut le fermer définitivement ou Non, peut-être, non, comme tu dis, le reprendre plus tard? tu le reprends plus tard. En vrai, ce qu'il a de gênant avec les livres, c'est qu'ils sont très patients, en vrai. Ouais, bah oui, Ils ils sont là pour t'attendent. nous attendre, Enfin. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pour reparler un peu de ton écriture à toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu écrivais beaucoup de trucs qui étaient social, sociétal. C'est ça qui te guide principalement dans ton écriture? Ah ben, c'était clairement pas l'envie d'écrire. C'était plutôt l'envie de dire des choses. Hmm. Toujours aujourd'hui? Oui, oui. Je pense que la rage, la colère, l'injustice, toutes ces choses-là, tu vois, ont un effet très très fort sur moi. Et la plupart du temps, j'en souffre. Parce que j'ai l'impression d'être trop sensible, tu vois. Hmm. Et l'écriture est la seule façon que j'ai trouvé, tu vois, de justifier cette sensibilité. Hmm. Et de me dire, bah écoute, c'est l'exutoire parfait pour en parler. Et c'est aussi le terrain parfait. Mais moi, quand j'écris, pour moi, c'est toujours à destination des gens. Et la plupart du temps, j'écris pour les gens les plus proches de moi, tu vois. Ah ouais? Ouais. J'essaye toujours d'imaginer mes potes actuels quand j'écris. Pour Et voir que, pour leur parler à eux directement. bah, je me dis, si j'arrive à les ambiancer, je vais ambiancer tout le monde. Tu Ouais. vois. Donc tes potes sont un panel du monde, du monde comment dire, des lecteurs. Et du coup, si ça leur plaît à eux, ça va plaire au plus grand nombre. Ouais, surtout que la plupart, ils sont pas du tout dans la littérature. Ça, c'est Et bien ça. ouais. Et du coup, je me dis, comment les séduire? Ouais, Comment les happer? Comment faire pour que tu lâches pas là? ouais. Tu vois? Franchement, je te rejoins là-dessus grave. Je trouve que le meilleur pour un. Tu vois, toi, tu disais que ce qui est bien pour un auteur, c'est que on interprète son œuvre comme il l'a pas écrite. Ouais. Et moi, je pense que un des trucs aussi qui est très bien pour un auteur, c'est d'avoir qu'autour de lui des gens qui sont pas des lecteurs. Parce que Ouais. du coup, s'il leur lit, si eux sont accrochés, il se peut que ce soit pas mal. Ouais. Tu vois. Moi, je vois avec des. Moi, je suis quasiment entouré que de gens qui lisent pas. Ou en tout cas, pas autant que moi, tu vois. Et du coup, j'aime bien aller vers des potes à moi qui lisent vraiment que dalle et leur envoyer des trucs ou leur faire écouter des trucs et voir si ils sont réceptifs. Et si eux sont réceptifs, je me dis, ah, peut-être tu touches à un truc. Exact. C'est exactement une réflexion. Enfin, c'est un peu, je pense, le rêve de tout écrivain d'écrire pour encore plus de gens que tu vois que t'es censé atteindre, enfin d'aller encore plus loin. Enfin, après moi c'est aussi très présent dans les sujets que j'aborde, tu vois. J'essaie de trouver des anti-personnages. C'est-à-dire, tu peux expliquer un peu? Bah écoute, là le roman que j'ai fini, c'était après avoir découvert la littérature contemporaine algérienne, j'étais là en mode, il y a quelque chose qui me dérange et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et c'est commun à toutes les œuvres. Alors que les classiques, il n'y a pas de problème. Mais les contemporains, j'ai un souci un petit peu avec ça.
Et c'est la même chose pour la wesh littéraire, en fait, c'est un personnage. Enfin, moi, je suis pas street, je suis pas machin. Enfin, j'ai quand même grandi dans un quartier très street, tu vois. Et je me suis rendu compte que t'avais cet anti-personnage, ce petit gars maghrébin qui casse les couilles des meufs, qui fait chier, qui vole, qui agresse, qui machin. Et la plupart du temps, c'est un peu un figurant dans les romans, tu vois. Mhm. C'est toujours justement cette figure de l'agresseur, Mais c'est pas un personnage littéraire, tu Ouais, vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, j'essaye aussi de ramener ces gens-là vers devenir des personnages principaux, de ramener le figurant et trouver le moyen de... Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux personnages secondaires. Moi, je m'intéresse vraiment plus aux personnages qui sont dans le décor et qui sont jamais genre les personnages principaux parce que c'est pas... C'est des anti-personnages, c'est des Mhm. anti-héros. Ouais, ouais. C'est pas... C'est encore autre chose, un anti-personnage, tu Ouais, vois. je vois. C'est des silhouettes dans le décor, mais plus Ouais. que des gens qu'on identifie en vrai. Et du coup, même mes potes, enfin, je te disais, j'écris pour mes potes, mais j'écris sur eux aussi. Enfin, Ah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'autobiographie. Moi, j'ai l'impression que je fais l'autobiographie des gens qui m'entourent. Enfin, c'est une autobiographie en soi. Enfin, ils s'en rendent compte ou pas quand ils lisent? Pour ceux qui sont euh, concernés, bien sûr. je leur en parle pas. Je Non, leur dis mais quand pas. ils lisent, est-ce Enfin, qu'ils se reconnaissent? Parce qu'il y en a qui sont déjà reconnus en disant putain, mais ce perso-là, c'est un peu moi, non? bah, il y en a certains qui m'ont reconnu moi et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai pas voulu les contredire. Alors que c'était pas vrai? Non, c'était eux. Je parlais d'eux et ils pensaient que je parlais de Ah ouais? moi. Ah, c'est Ouais. ouf ça! Mais tu me tends une perche. À quel moment tu parles de toi? Est-ce que tu parles de toi dans ton œuvre? Et quand je dis œuvre, je parle au sens général, hein. Oui, c'est toujours le personnage un peu perché, tu vois. Ah, Le personnage qui est un peu de côté. Là, j'ai un petit personnage, il parle que de papillons. Enfin, tous les autres personnages sont très normaux. Ils ont des vies très normales, des propos normaux, et lui, il a une vraie obsession pour les papillons. Du coup, j'essaie toujours de mettre un petit personnage dans ce que j'écris, qui est absolument pas, tu vois, au cœur de l'intrigue. Et là, c'est moi, tu vois, parce que c'est aussi comme ça que je vois la littérature. J'ai l'impression d'observer mes personnages et de les voir vivre. Et je me suis dit, mais t'as besoin de le montrer ça dans ton œuvre, que tu observes tes personnages en mettant un personnage qui observe les autres? oui, parce qu'il est chelou, parce qu'il est bizarre, parce qu'il a rien à dire. Enfin, il se balade, quoi. Enfin, il n'apporte rien à l'intrigue. Et c'est vraiment comme ça que. Enfin, après, moi, je t'ai dit, enfin, j'ai une idée, je vais aller jusqu'au bout. Enfin, je vais pas me Mhm. demander est-ce que c'est valide ou pas. L'essentiel, c'est que Mhm. toi, tu rigoles un peu, enfin, que tu. Voilà, enfin. Je te demande ça parce que il y a un truc qui dit, et moi aussi je le dis parfois, tu vois, moi qui écris pas du tout sur moi, je me dis qu'il y a toujours un peu de nous dans les persos. Dans notre écriture, il y a toujours un peu de nous. Moi, je sais sur quelle phrase c'est moi dans un de mes textes, je sais sur quel trait de caractère d'un personnage c'est moi, tu Oui. vois, mais c'est vraiment distillé comme ça, par gouttelettes, un peu partout, tu vois. Euh, et je me demande, est-ce que parfois, quand on choisit des sujets plus sociétaux, pardon, quand parfois on, on- on a des gens sur lesquels écrire, comme toi, tes amis, tu vois, est-ce qu'on peut se dire, bah, à ce moment-là, j'ai assez de matière pour ne pas du tout écrire et parler de moi? Ou est-ce qu'en tant qu'auteur, dans tous les cas, on le fait même inconsciemment et on met un peu de nous partout? Bah écoute, on met de nous partout, c'est sûr, mais c'est peut-être dans le regard qu'on a sur les personnages. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Parce que des fois, que tu le veuilles ou pas, même quand t'écris pas sur toi, tu vois, que tu t'inspires de quelqu'un, ce n'est que ta vision, Hmm. tu vois. Ce n'est que ta vision, et je pense que cette vision, plutôt que d'essayer de rester fidèle à ton personnage, je pense que non, mais pas du tout. Enfin, soit totalement subjectif dans ton écriture. Enfin, il faut que. Je pense que s'il y a une dose d'autobiographie, enfin, elle est partout en fait, et elle doit être partout. Et plus tu vas aller vers quelque chose qui s'éloigne de la réalité, et plus là, tu te rapproches d'une vision un peu plus singulière et plus intéressante. Et là, tu peux apporter quelque chose au lecteur. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que il y a pas enfin, même quand il y a de l'autobiographie, c'est parce que j'en ai besoin pour des raisons techniques, Hmm. tu vois. Hmm. Parce que là, voilà, enfin, il faut C'est jamais que... gratuit en vérité. Non, c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit, ouais. Dans quel cadre tu crées? Est-ce que tu as un dispositif spécifique, donc tu as un bureau où tu te dis là, c'est mes heures de création et du coup là, je me mets, j'écris? Ou est-ce que quand une idée te vient, tu prends ton téléphone ou ton carnet et t'écris? Est-ce que tu as besoin
d'un état d'esprit et d'un cadre spécifique pour écrire. Non, j'ai plutôt des rituels. Des rituels qui sont... Ouais. Enfin, si c'est pas indiscret. Ouais. Bah, du coup, quand il s'agit d'écrire un premier jet, enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, c'est le moment où il faut avoir des idées, entre guillemets. Bah là, il faut que je sois dans un café. Et j'ai... Mais après, il faut pas vraiment imaginer que je suis la personne dans des petits cafés bobos. Je vais au PMU. Au PMU. Ouais, je vais au Ok. PMU. Ça me... Je sais pas comment dire. Ça... Ça te stimule. Même pas. Ça me calme. Je suis bien, tu Ok. vois. Je me pose au PMU, enfin... Et j'écris. Et je suis là et j'écris. Et puis je rentre chez moi. Et après, ben écoute, il faut du thé, quoi. Enfin, beaucoup de thé, beaucoup de café, des clopes. Voilà, faut être posé. J'aime bien m'asseoir sur le sol. Je me sens plus... Proche. Ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Enfin, je suis convaincue dans ma tête que si tu t'assois sur le sol, tu vas mieux écrire. Et puis voilà, enfin, j'ai plutôt des tics, des superstitions, des petits délires comme ça. Et au début, j'étais en mode t'es chelou, et après j'étais en mode non, t'es stylé en fait, vas-y, va jusqu'au bout. De toute façon, soit si t'as besoin de ça pour écrire toi, de toute façon. Oui, je pense que plus tu peux enrichir les choses, et je crois que le rituel aussi, c'est aussi une façon de vraiment lutter pour la procrastination. C'est vraiment un outil, tu vois, pour lutter contre la procrastination. Parce que t'as quand même ce truc où en fait, ça veut dire que si je mets mon café là, et que je mets l'ordi là, et les feuilles là, ça veut dire que c'est bon, tu vois. Hmm. Et ce geste-là fait que même quand j'ai pas très envie d'écrire, que j'ai un peu la flemme, juste ce petit geste, tu vois, me remet dans le mood. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je m'attache à mes petites superstitions, tu vois. D'accord. Alors que des fois, mon premier jet, ben, je veux l'écrire chez moi. Mais le fait d'aller au PMU, vas-y, je vais me poser. Des fois, je reste que 15 minutes, je rentre et je bosse pendant plusieurs heures. Ok. Et puis voilà, quoi. Est-ce que, du coup, quand tu mets en place ces rituels-là, il y a un truc aussi qui te dit... est-ce que tu te dis toi-même, ok, là, faut que je démarre une vraie session de travail et du coup, faut que je bosse tant de temps? Ou est-ce que c'est juste vraiment quand t'es guidé, comme tu dis, tu vas au PMU, ça dure 15 minutes et après tu rentres. Est-ce que tu pourrais rentrer sans bosser parce que t'as fait tes 15 minutes, que t'avais que ça à livrer? Non, mais moi, généralement, si je commence, je finis, quoi. Genre, c'est plutôt le fait de pas commencer, tu vois. Ah, Genre, ok. je m'arrête pas une fois que je commence. C'est plutôt l'appréhension du moment où tu commences. Je pense que c'est pour ça que je me crée autant de rituels et de petites Hmm. superstitions et Pour de créer trucs les comme ça. moments de commencement de début, en fait. Ouais, Hmm, hmm. je pense que c'est plutôt ça que j'essaie de faire, de créer des moments où t'amorces un truc, tu vois, et après ça part tout seul. Euh, Comme tu dis que c'est les moments où tu commences qui sont les plus difficiles à appréhender, est-ce que parfois ça t'arrive de te dire, là, ça fait trop longtemps que je laisse le début arriver? Ouais, Tu vois, et que ça fait trop longtemps que j'ai pas écrit, ou que ouais, je procrastine trop, parce que tu parles beaucoup de ça depuis le début. ouais. Et tu combats ça comment? En te forçant à aller au PMU, en faisant ce rituel-là? Non, en fait, je me dis, enfin, c'est clair, c'est dit, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand t'as pas écrit pendant longtemps, t'écris mieux. Hmm, Ouais. tu crois? Non, mais c'est dit, enfin, c'est... C'est dit par qui? Je te pas au ça t'est courant. jamais arrivé de pas écrire pendant un an? Et après, Si. et après tu réécris et quand... Tu vois, il y a une qualité quand même un peu plus... Euh, je réfléchis, hein. Ouais, En fait, ça a été... Je peux pas faire d'une règle générale pour moi ce qui est arrivé que quelques fois. Mais les 2 fois ou 2, 3 fois où ça m'est arrivé, j'ai eu différents états d'esprit en fait. La première fois où ça m'est arrivé de pas écrire pendant longtemps, ouais, j'ai ouais. écrit mieux après. Enfin, c'est venu d'un jet, j'ai écrit pendant 15 jours comme un geek, comme un fou, tu Bah, vois. tu vois. Mais une autre fois, ça m'est arrivé, et je me suis remis à écrire. Peut-être j'avais arrêté pendant 6, 8 mois, un truc comme ça. Je me suis remis à écrire. Et j'ai eu l'impression d'avoir perdu le truc. Ok, alors est-ce que tu t'es pas forcé à t'y remettre? Parce que ça faisait 6 ou 8 mois. Ouais, sans doute. Ouais, Ouais, sans doute. il y a aussi ça, tu vois. Et je crois que se forcer, genre, ça peut... En fait, tu vois, il faut se faire confiance. Et tu te dis, j'ai déjà écrit, en fait, tu Hmm. vois. Je suis déjà allée au bout de certaines œuvres, etc. Enfin, je suis pas sur une première œuvre, tu vois. Hmm. Ça veut dire que tu vas y revenir, tu vois. C'est juste, je pense, on est très impatient avec nous-mêmes. Et il faut faire confiance à notre capacité à en avoir marre et à ce que l'écriture nous manque, tu vois. Ouais. À un moment, ce sentiment, il va revenir, même si t'arrêtes pendant des années. À un moment, t'en pourras plus. Enfin, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase et tu seras là en mode, vas-y, j'en peux plus, il faut que je me remette à écrire. Ouais, mais je suis d'accord. C'est vrai que cette affaire de manque, on n'en parle pas assez, mais
C'est vrai qu'il faut... Mais en fait, c'est la société qui veut ça aussi, je crois. Notre société actuelle, tu vois. Qui n'aime pas les moments de rien, qui n'aime pas le manque. Et on va les combler par tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ça va être les écrans, par exemple, tu vois, beaucoup. Ouais, Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin que les choses me manquent. De façon, je parle de façon artistique, hein. ouais. Tu vois, je le vois. J'ai vraiment compris ça, par exemple, avec le théâtre. Mm. Quand je me suis mis à jouer au théâtre, et bah, tu vois, le Covid, par exemple, c'est la plus longue période que j'ai fait sans jouer, depuis que j'ai Ouais, démarré, forcément. J'ai pas joué pendant quasiment 1 an et demi. Et à la fin, j'en avais marre de pas jouer, tu vois. ouais. Je voulais jouer. Et en plus, c'était que j'étais contraint de pas jouer. Mm. Je voulais jouer, je voulais être devant les gens. Ça me manquait profondément, tu vois. Donc je comprends cette affaire de manque qu'il faut créer. C'est vrai que parfois, avec l'écriture, j'ai pas fait ça. J'ai pas attendu d'arriver à cet état-là pour m'y Mm. remettre. Et du coup, forcément, j'ai un peu forcé le truc. Ouais, mais il faut pas. Il faut pas, à chaque fois que tu te forces, enfin, ça va mener à rien de bon. Et il faut vraiment attendre ce petit moment de ras-le-bol, de soif d'écrire, enfin, où tu te dis, ouais, je suis là, que j'arrête pas d'être sur les réseaux et tout, enfin, je vaux mieux que ça. Je vais Ouais, écrire pendant longtemps. Et du coup, tellement. enfin, des fois, il y a des gens, ils écrivent tous les jours et ils n'arrivent pas forcément au bout de quelque chose. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes processus. Ouais. Et on fantasme beaucoup l'idée d'un travail en 35 heures, mais l'écriture, c'est pas ça. Il y a des moments où, en fait, il faut... Parfois, tu finis, par exemple, un écrit, ben, il faut le laisser dans le four pendant au Hmm, moins 15 jours, 20 jours, pour ensuite avoir un œil nouveau, hmm, pour avoir encore quelque chose à dire, enfin, de pouvoir avoir du recul sur ce que tu crées, etc. Et je pense qu'il y a des moments aussi comme ça où tu es en préparation. Et c'est pas parce que t'écris pas que t'es pas en train d'écrire. Parce que des fois, on écrit dans les têtes, on est en train de s'inspirer, et aussi on est en train de vivre des choses. Et ces choses-là, enfin, elles vont créer aussi de la matière plus tard. Et je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on n'a pas tous les mêmes processus. Par contre, pour les gens qui font beaucoup de coupures, je pense que mon seul conseil, c'est d'avoir un carnet de bord. Et moi, j'essaye de le faire entre les moments où j'écris et les moments où j'ai une phase où j'écris pas du tout. C'est quoi aussi les phases où j'écris, où je lis, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que plus tu comprends ton processus créatif et plus tu peux avoir une marge de manœuvre dessus et comprendre c'est quoi qui fait que là, t'es chaud pour écrire, hmm, tu vois. hmm, hmm. Et c'est aussi pour ça, enfin, on m'a toujours appris à ne jamais jeter ses brouillons, tu vois. Ouais, ouais, mais moi, je garde tous mes carnets, tous mes Ouais. brouillons. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que les gens ils disent que je suis trop bizarre, mais moi j'ai fait pire même une fois. En fait, moi là-bas, j'écris tout de façon manuscrite. Du coup, j'ai Ouais. des carnets, des cahiers. Ça me fait plaisir, c'est rare de Ah rencontrer non, moi quelqu'un qui j'écris, fait je ça. suis obligé. Et Ok. pour te dire, j'ai fait pire que ça. Pour ma deuxième pièce de théâtre, j'ai commencé à l'ordi, parce que je crois que j'étais sur mon ordi. J'ai commencé à l'ordi et j'ai réécrit tout le début sur un carnet Mm. pour le poursuivre au carnet. Et après, je vais revenir à l'ordi parce que t'es obligé de réécrire à l'ordi après pour envoyer les manuscrits et tout. Ouais, ouais. Mais tu vois, là par exemple, j'ai un seul texte que j'ai écrit vraiment entièrement à l'ordi. C'est Ouais. ma nouvelle. Et je dois la peaufiner là. Mais dès qu'elle est terminée, je vais tout la réécrire en papier. J'ai besoin de ça, tu Moi, vois. c'est pas l'écriture à l'ordi que je trouve dur, c'est le fait de peaufiner à l'ordi que je trouve très dur. Et en fait, j'aime bien quand même avoir la version manuscrite, et après tu la tapes, et t'as un autre recul, et là c'est le moment de corriger, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait pour ma première pièce, pour mon premier texte, mon premier gros texte, j'ai tout retapé à l'ordi, ça m'a permis de voir des trucs. Et en plus, entre parenthèses, retaper à l'ordi, c'est le pire truc du monde, genre vraiment, c'est une des tâches les pires. Elle est dure que pour une seule raison, c'est parce que t'as envie de corriger, et d'interférer encore sur ton texte. Et c'est dur d'être là en mode, vas-y, je vais juste taper. Genre sans émotion aucune. Oh. Enfin, Mais bon, pour les deux, hein. Pour ce truc-là, parce que du coup, tu revois ton texte et tu le relis en même temps et tu as envie de le corriger. ouais. Et juste pour l'exercice même. C'est-à-dire avoir ton cahier là, ton ordi, et être là à retaper. En vrai, j'aime pas l'ordi. Pour se dire la vérité, Ouais, j'aime pas l'ordi, tu vois. ouais. Comme tout le monde, j'ai un téléphone, j'écris parfois des notes dans mon téléphone, mais pareil. Dès que j'écris dans mon tel et que ça doit devenir un texte ou ça m'inspire un texte, je passe au carnet et j'écris dans mon carnet. Tu vois, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de passer par là parce que j'aime bien aussi
voir, tu vois, ce qui moi me passionne dans les manuscrits anciens, c'est que tu vois tous les moments de doute, les réécritures, les ratures, Ouais. les annotations. Et ça, tu les perds si tu écris à l'ordi. Tu peux pas le Et faire. ça, c'est triste. Parce Bah qu'en ouais, fait, quand tu revois comment tu réfléchis, c'est très important d'avoir des c'est brouillons. ça. Enfin, le papier est super C'est important ça. pour Et en ça. plus, surtout qu'une correction à l'ordi, Ouais. bien souvent, à part si tu utilises un logiciel, je sais pas, très spécifique, mais quand tu écris sur Word, par exemple, Mm. la correction, elle est envolée. Du coup, je reviens sur une phrase, c'est envolé. Moi, ça m'est déjà arrivé de lire des manuscrits d'auteurs, tu vois, où ils ont corrigé une phrase. Du coup, tu vois la phrase écrite, elle est rayée, réécrite à côté d'une autre manière. Et Ouais. puis, dans la version finale, en fait, ils sont revenus à cette phrase-là parce qu'ils la voyaient encore. Et du coup, ils se disaient, au final, dans la cohérence de tout, c'est cette phrase-là Qui irait mieux. qui irait mieux. Mais Alors, dis, tu perds tout ça parce que du coup, tout est effacé et c'est que des nouvelles versions à chaque fois, tu vois. non, mais c'est pire que ça parce qu'en fait, tu deviens moins rigoureux quand t'écris à l'ordi. Parce que c'est pas grave si tu te trompes et en fait, il y a une lettre, tu vois, en plus. C'est pas grave parce que tu peux la supprimer. Ouais, Alors que l'écrit, c'est là, tu vois. Du coup, t'es obligé de réfléchir aussi avant d'écrire parce que tu vas pas faire une faute de frappe. ouais, ouais, Enfin, tu vois. ouais, clairement, Tu vois. clairement. Et je trouve que ça crée aussi cette rigueur-là, tu vois, enfin, de réflexion avant d'écrire. Mais pour l'ordi, par contre, pour les corrections, j'ai une astuce que j'ai trouvée sur YouTube, que j'ai trouvée très drôle au début, mais elle Dis-moi. fonctionne très très bien. Tu vois la police très très moche comics en MS? Ouais. En fait, si tu mets tout ton texte en comics en MS, c'est plus facile de le retravailler que si t'as une police très belle, très élégante, parce Ah que ouais? ton texte, il peut t'intimider. Ah, ok. Le fait de le voir dans cette police-là, qui est la police des livres, genre la police, Ouais, ça t'intimide et du coup, t'as pas envie d'y ouais, retoucher. Alors que quand t'as une police qui est, tu sais qu'elle va pas être imprimée comme ça, tu te dis, bah, j'y vais quand même. ouais, C'est vrai. Ah, c'est une bonne technique, je vais ouais, tester. Je vais tester. je te conseille. Je vais tester. Et il y a aussi un truc qui, moi, me frustre à l'ordi. Et ça, je l'ai compris quand j'ai écrit ma première pièce. C'est que pour ma première pièce, je me rappelle, je prends un ancien cahier à moi. Tu vois, Mm. les cahiers d'école, là. Ouais. En format 4 là, tu vois. Je me rappelle, c'est un cahier que j'avais déjà utilisé pour des cours quand j'étais au lycée, que j'ai retrouvé. Mm. Du coup, j'ai arraché toutes les pages qui étaient déjà utilisées et je me suis mis à écrire dedans, tu vois. Du coup, j'ai mon cahier, il est dégueulasse, il est scotché tout partout, mais je le garde précieusement. Bref. Et j'écris, premier texte, premier gros œuvre que j'écris, une pièce de théâtre et tout, je suis trop content. Et la pièce, à l'ordi, elle fait 76 pages. Dans mon cahier, elle fait 76 pages. Je Ok. suis trop fier de moi, 76 pages et tout Et ça. après, Première fois que tu j'écris tapes et tu autant. vois que c'est beaucoup plus court. J'écris, je perds 20 pages. Ouais. J'écris à l'ordi, je perds 20 pages. Du coup, Ouais. là, ma pièce actuellement fait 56 pages. Mais en vrai, Et c'est bien parce que, en fait, genre, tu vois, quand tu tapes à l'ordi, finalement, tu te rends pas compte du véritable travail que t'as abattu. Tu tu vois? vois, c'est ça le truc. Ouais. Et du coup, je me dis, tu vois, parfois quand j'écris à l'ordi, du coup, ça peut avoir le vice. En tout cas, moi, ça me le fait. C'est personnel. Mais ça peut avoir le vice parfois à forcer le trait de mon écriture. Parce que j'ai l'impression de pas avoir travaillé assez, parce que j'arrive pas à remplir ma feuille à 4 parce que la comique c'est du 12 et que du coup, faut mettre 1000 mots pour remplir une page, tu vois. Ouais. Alors que dans ton cahier, non, ça va plus vite et que une fois que ton texte est fini, quelle que soit la grosseur des mots, tu vois. Là, tu te dis, ben non, j'ai que 5 pages, alors qu'en vrai, je devrais en avoir 15, je comprends pas, du coup, tu forces. C'est pour ça que j'aime pas l'ordi, pour tous ces Ouais. trucs-là, tu vois. Alors que dans le cahier, c'est naturel. C'est pour ça, comics en MS, grosse police. Et t'es parti, mais ça, je le fais que quand je suis vraiment obligée de travailler sur ordi. Ouais, Tu bah, vois. je vais faire ça. Je vais modifier mes textes, je vais mettre ça comme police. Mais après, je pense que même l'écriture manuscrite, enfin, tu sais, des fois, c'est ta main qui réfléchit et qui te dicte le prochain mot Bah ouais. à mettre. Je pense qu'il y a quand même un rapport main-cerveau, Ouais, tu ouais, vois, grave, grave. Il y qui a un est quand rapport même physique à tout fort. ça, ouais. Ouais. Grave. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi que tu as dit juste avant et qui est pour moi important à dire aux gens. Parce qu'en plus, je parlais de ça il y a pas longtemps avec un de mes amis et auteur aussi, l'écrivain. Je lui disais que j'avais trouvé une infographie sur, je sais pas, ils avaient pris une dizaine ou une quinzaine de grands auteurs et de grandes œuvres. Et l'infographie, en fait, elle mettait les temps que les écrivains avaient aimé écrire ces œuvres-là. Et ça parlait de Hugo à James Ellroy, tu vois, vraiment des grosses œuvres. Et tu vois qu'il n'y a pas de règle en fait. L'infographie, elle disait deux choses. Elle disait le temps que les écrivains avaient mis à écrire ces œuvres et le temps qu'ils passaient à travailler, comment ils travaillaient. Du coup, tu voyais qu'il y en a qui travaillaient que la nuit, il y en a qui travaillaient que le matin, il y en a qui travaillaient 3 heures la nuit ou 5 heures la nuit, d'autres 3 heures le matin, Oui. tu vois. Et en fait, juste ça prouve qu'il n'y a pas de règle.
Et tu vois, je sais plus c'était quel livre, faudrait que je la Je pense retrouve. qu'il y a des règles individuelles. Ouais, Ouais. individuel, je veux dire. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas de règle générale, pardon. T'as Non, raison de me pas... corriger. Ouais. Il n'y a pas de règle générale, tu vois. Ce qui m'avait surpris, même moi, à ce moment-là, quand j'avais vu cette infographie, c'est qu'il y avait une des grosses œuvres, je sais plus c'était laquelle. Faudrait que je retrouve pour poster sur Instagram, mais qui avait été écrit en 10 ans. L'auteur avait mis 10 ans à l'écrire. Mm. Ça prouve qu'il n'y a pas de règle. Il y a ses propres règles. S'il avait besoin de Ouais. ces 10 ans-là, il se les a accordés. Du coup, accordez-vous le temps dont vous avez besoin, vous, tu vois. Après, je pense que j'ai un malaise avec... parce que je crois avoir vu le post, tu vois, enfin, il y avait même un dessin, genre, qui dort quand, Ouais, tu un vois, truc comme ça, ouais. un truc comme ça. Mais j'ai quand même un malaise avec ce type d'information. Parce que il y a quand même le culte de l'œuvre finie. Enfin, tu vois. Enfin, on parle des ouvrages que Hugo a fini et Hmm, que Balzac a fini, mais pas évidemment. forcément de ceux qui n'ont pas fini, Ouais. tu vois. Hmm. Et moi, j'ai l'impression que le travail, il a de la valeur, bien sûr, tu vois, une œuvre finie a de la valeur aussi. Mais je suis pas certaine qu'on puisse quantifier le travail comme ça, tu vois, on parlait aussi de bagage littéraire. Hmm. Du coup, pour moi, j'ai commencé à écrire au moment où j'ai commencé à lire, tu vois. Oui, Enfin, évidemment. tu vois, Ouais, enfin, ouais. genre dans le sens Mais je suis d'accord. où je trouve que c'est quand même des postes qui mettent un peu une sorte de pression, encore une fois avec des grands noms. Et en fait, après ça, c'est très personnel ce que je dis, hein. C'est vraiment très très personnel, où je me dis, il faut surtout se rappeler de, est-ce que tu aimes écrire en fait? Et est-ce que tu kiffes ce moment-là, tu vois? Et comment faire pour trouver ce moment-là? Je pense que je regrette juste que en ce moment, enfin, entre auteurs, tu vois, t'as quand même une bulle de discussion où on parle beaucoup de combien de mots t'as écrit, combien de trucs t'as fini, et de s'intéresser au processus créatif des autres auteurs, mais pas toujours avec quelque chose de positif pour soi, Hmm, parce que hmm. ça peut te créer une forme de pression. Ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux Ouais, dire? totalement. Mais tu vois, je voulais revenir aussi, parce que j'avais pas terminé, mais je voulais revenir aussi sur ce truc que tu avais dit sur les moments de non-écriture qui sont de l'écriture aussi. Oui, Tous les moments de réflexion. Et ça, je pense plus, pas aux auteurs, mais aux gens qui sont à côté des auteurs. Et qui vont te mettre, eux, la pression, qui est leur pression de leur société, parce qu'ils vivent comme ça, tu vois. Mais là, ça fait 6 mois, t'as rien fait. Tu fais quoi? Et moi, je dis aux gens, j'ai besoin de ces temps-là, en fait. ouais, Tu vois, j'ai besoin de ces temps de pas écrire, de lire, de vivre, ouais. de d'écrire dans ma tête, de poser des bouts de phrases à gauche à droite, tu vois. C'est aussi important ces temps-là. Et en vrai, on devrait compter, comme tu dis, on devrait compter tout ça en temps d'écriture en réalité. Ouais, parce qu'il faut se nourrir aussi pour produire, Mhm. enfin, forcément, enfin. Forcément, ouais. Mais il y a quand même des attentes parce qu'on vit quand même dans une société qui est un peu compliquée. Encore plus quand tu es dans la création. Enfin, déjà que T'es t'es en pas dans marge. les clous, Ouais, t'es en marge. autant être productif. Ouais, bah ouais. Enfin, on attend de voir un peu l'œuvre. Ouais, Du ouais. coup, je pense que ça, c'est vraiment le défi de toutes les personnes qui sont dans la création en ce moment. Ouais. C'est de... Mais tu vois, moi, cette infographie-là, je l'ai perçue. Peut-être que c'est moi, je suis peut-être plus positif que. Et je me mets moins de pression, tu vois. Mais je l'ai perçu plus comme. Tu vois, moi, ça me. Parce que je crois que l'auteur qui écrivait le plus dans l'infographie, c'était Hugo en plus. Je crois qu'il écrivait tous les jours, Ouais, des heures et des heures, tu vois. Et c'est pas ça qui m'intéressait, moi. C'est tous ceux qui ont écrit qui ont écrit un livre en 10 ans, ouais, qui ont eu des longues pauses qui ont écrit des livres en 2 3 ans parce que pendant 8 mois ils écrivaient pas, ils écrivaient d'autres choses, tu vois. C'est ça qui m'intéressait parce que je me suis dit en vrai, peut-être qu'ils vivaient à ces moments-là, qu'ils avaient besoin d'autres choses, que s'ils n'avaient pas fait ces coupures-là, les œuvres seraient pas celles qu'elles sont, tu vois. Peut-être qu'ils auraient même pas terminé. Et pour revenir sur le fait que faut aussi parler des œuvres qui sont pas terminées, c'est intéressant parce que la prochaine pièce dans laquelle je vais jouer, qui est une pièce du XXe siècle, qui s'appelle Wojciech. C'est une œuvre, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur qui est mort avant de la terminer. Mais c'est devenu un classique quand même. ouais. Parce que les gens retrouvent. Et tu vois, ce truc, dans la version que moi j'ai de l'édition que moi j'ai de cette pièce, en fait, c'est une œuvre qui a été retrouvée. On sait qu'elle n'est pas terminée, mais il y a quand même une forme de fin. Et on a retrouvé des feuillets. Du coup, tous les gens qui ont voulu reprendre cette pièce-là, ils l'agencent un peu comme ils veulent. Mhm. Tu vois. Et du coup, si toi, en tant que metteur en scène, tu veux la reprendre, tu choisis ton édition du metteur en scène qui l'a repris avant toi, et tu vois comment elle a agencé, tu choisis ton agencement, tu vois. Ouais, Et moi, dans l'édition que j'ai, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a la manière dont tu as agencé
un metteur en scène. À côté de ça, il y a le texte original avec tous les feuillets. Mm. Et il y a 3 versions de la pièce selon comment tu agences les feuillets. Et dans ces versions-là, tu as le texte qui est dans le livre, tu vois. T'as le texte rayé avec en didascalie les, les doutes qu'on a. Peut-être il a voulu dire ce mot-là à la place. Oui. Tu vois, il a enlevé sur la version originale, sur le feuillet, il avait marqué ce mot-là, du coup on l'a rayé parce qu'en fait il a mis ce mot-là, tu vois. Et là, on est vraiment pleinement dans ce que tu es en train de dire, tu vois. Là, c'est une œuvre qui en plus, c'est devenu un classique. Tu vois, et même moi, je cherche à comprendre comment c'est possible, tu vois. Mais Bah justement, c'est qu'on n'arrive tellement pas à l'interpréter, à imaginer une fin que... Enfin voilà, c'est toujours les heures qui divisent, hein. C'est ouais, ça les classiques, c'est... tellement. Et Ouais. c'est hyper intéressant parce que du coup, quand. Tu vois, moi là-bas, j'ai lu la première version, avec laquelle je vais jouer, tu vois. Et quand en perspective, tu lis le reste, tu te dis, ah, c'est hyper intéressant. Et tu te dis aussi, ah, peut-être que moi, j'aurais préféré cette version-là au final. Tu vois, et peut-être que moi, j'aurais mis ce bout-là là. Et tu vois, et en plus, c'est fou, c'est que du coup, tu peux lire 3 pièces différentes pour la même pièce, avec la même issue, grosso modo, mais c'est quand même 3 pièces, tu vois. Et les 3 peuvent te plaire. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce type d'œuvre, tu vois. Oui. Mais je pense que de toute façon, quelle que soit l'œuvre, même finie, elle a 10 000 fins en vrai, pour chaque lecteur. Fin, et du coup, quel que soit ce que tu choisis, il ne s'agit pas de la bonne ou la mauvaise fin, mais est-ce que tu as été fidèle à toutes ces possibilités-là, tu vois? Mm, mm. Ouais, C'est plutôt ça. c'est grave beau ça. Mm. Bah, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. ok. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Un objet favori? Ouais. Mes boucles d'oreilles? Tes boucles d'oreilles. Ouais. Pourquoi? J'aime bien les créoles et les cercles, ça me rassure. Ok. Ok, tes boucles d'oreilles. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Nejma Katbi Yassine. Ok. C'est un livre, ça, Nedjma, Ouais. ça? Ok. Mm. Allez, checker. Et la troisième, c'est selon toi, quelle qualité devrait avoir un créatif? La joie. Pourquoi? Bah, je pense que sans la joie, on peut pas être fidèle à sa créativité. Parce que ça demande quand même une certaine insouciance pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Et je pense que la joie, c'est un sentiment extrêmement fort et très sous-évalué. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. C'était un bon moment. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes chroniques, Yes. qu'on voit ce que t'écris. Et en plus, tu fais des recommandations et tout, c'est trop cool. Allez voir son Instagram. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte. Et abonnez-vous à lui aussi. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.